appelez donc des cyanobactéries. Et maintenant, dans cette approche-là, vu que je vous ai mentionné leur aspect bénéfique et maléfique, il y a toujours cette balance donc, qui est maintenant admise, même au niveau européen et encore international, pour tout élément, pour toute question, de contrebalancer les bénéfices et le risque. Les bénéfices, ben, c'est basé sur d'abord leur aptitude, étant donné qu'elles ont des pigments chlorophylliens, de faire la photosynthèse. Je peux vous faire l'injure de vous rappeler ce que c'est que la photosynthèse, mais retenez ou peut-être avoir bien sûr un focus sur le fait qu'elles absorbent, il y a absorption du CO2, rejet de l'oxygène, mais aussi avec un apport de nutriments qui viennent des sols et de l'eau. Alors cette aptitude a été considérée aussi, vu qu'elles ont énormément de facultés nutritionnelles, que déjà certains genres, bon, qui ont changé le nom, mais et qui est un peu, donc pas vraiment à la bordure, mais toujours considérés comme cyanobactéries, donc des peuples, donc dès le XIe siècle, ont eu l'idée de ramasser ces développements, ces cyanobactéries qui surnageaient, et donc les transformer en fromage ou en galettes, et donc se nourrissaient, donc, et considérer ça mais comme un aliment. Cette aptitude, ces propriétés nutritionnelles ont été redécouvertes au XXe siècle et donc considérées pratiquement comme maintenant comme complément alimentaire, et donc que la production faite par certains pays est assez énorme, hein. Donc comme en Chine qui fabrique, qui produit 5000 tonnes, et d'autres pays, même en Afrique, et qui est vraiment une source d'aliments, donc dans des régions où la nourriture qu'on pourrait dire traditionnelle vient à manquer. Tout de suite mis en bas, mais très important, bien sûr, quand il y a des récoltes, qu'on pourrait dire sauvages, mais aussi quand il y a des cultures de souches ou de lignées, de faire très attention à la pureté de ces cultures. On le verra par la suite pourquoi. Troisième bénéfice, c'est donc avec les microalgues marines, donc la partie végétale du plancton, donc le phytoplancton, elles sont le premier maillon de la chaîne alimentaire, et tout de suite de rappeler que justement plancton et donc ces cyanobactéries sont responsables de la production de la moitié de l'oxygène terrestre. Il va y avoir bien sûr à considérer cet aspect maléfique, donc de risque que procure. Et tout cela, bien sûr, je vous rappelle aussi les 4 grandes étapes, bien sûr, maintenant admises depuis l'année 2000 au niveau européen, après le livre blanc de la Commission européenne, de considérer 4 étapes donc, pour évaluer le risque. Et comme bien sûr, à la suite, quand on a évalué le risque, c'est une fonction mathématique, c'est une probabilité. Donc, le zéro n'existe pas. On peut être sûr à 90%, 99%, mais jamais 90%, 100%. Voilà, les cyanobactéries peuvent se développer en eau douce, saumâtre, et sous certaines conditions. Voilà l'aspect que l'on peut rencontrer dans des étangs, des nappes. Vous voyez ici, c'est un développement de microcystis et mélangé aussi avec Cylindropermopsis. Je vous mets tout de suite un diagramme qui s'applique à la fois aussi à la partie végétale, donc aux algues unicellulaires marines. Deux aspects qui associent les conditions favorables et les conditions défavorables
à leur développement. Vous voyez ici que pour le premier volet, celui-là, les conditions favorables au développement, c'est un apport de nutriments, d'azote, de phosphore, une teneur en sel relativement faible, et puis une absence de turbidité. Il faut bien sûr à des conditions de luminosité assez élevée, donc avec une température des eaux qui a tendance à s'élever. Donc, vous voyez tout de suite que dans ces aspects-là, sous nos climats, le développement sera bien plus favorable lors de la saison chaude, ce qu'on pourrait appeler la belle saison. Voilà. Tout l'aspect maléfique vient que certaines cyanobactéries produisent des toxines, donc l'on a baptisé cyanotoxines. Et ces toxines provoquent donc des effets néfastes pour les vertébrés aquatiques et terrestres. Et là aussi, un autre aspect que l'on rencontre aussi pour d'autres êtres unicellulaires, il faut que les conditions, bien sûr, soient favorables à leur développement, mais il faut exactement aussi que l'on soit en présence de souches qui ont une aptitude à développer des toxines. C'est-à-dire, en clair, trouver une souche d'Anaména ne voudra pas dire qu'on est en présence d'une souche qui produit systématiquement des toxines. Juste un tableau pour vous montrer les différents aspects donc, de production de toxines. J'ai mis en rouge aussi trois ou quatre toxines que l'on retrouvera dans la suite de l'exposé. Vous voyez aussi que les milieux, c'est très vaste. On a le milieu en eau douce, des milieux marins et des milieux saumâtres. Les souches aussi sont très, très, très vastes. Donc, c'est un véritable monde qui regroupe les cyanobactéries. Alors, ces toxines même provoquent chez les animaux des cyanotoxicoses. Récemment, donc, je n'ai pas actualisé, mais on tourne à peu près dans cette fréquence-là qu'il y a des cas d'intoxication humaine en France. Ce nombre est très sous-estimé parce que justement, c'est un phénomène peu connu du public. Les symptômes qui s'affichent là sont très vastes, donc il est très difficile même pour les médecins de les identifier. Il faut aussi que les personnes s'ouvrent en disant, ou que le médecin pense à dire, bon, qu'est-ce que vous avez fait, qu'est-ce que vous avez mangé, où êtes-vous allé, est-ce que vous êtes baigné, etc. Donc, ce réflexe de poser tout un panel de questions n'est pas évident. Néanmoins, ce sont des désordres qui n'ont pas quand même nécessité d'hospitalisation. Néanmoins, comme on le verra tout à l'heure, il y a eu des cas mortels d'animaux domestiques et notamment aussi à la fois d'élevage, mais aussi de loisirs et de promenades, tels que des chiens, qui ont été intoxiqués en s'abreuvant d'eau stagnante qui contenaient des toxines ou qui ont avalé en même temps des cyanobactéries. Donc, la majorité des intoxinations humaines ces dernières années ont été bien sûr en été, ce qui corrobore en fin de compte leur aptitude des conditions favorables à leur développement. Ça s'est produit souvent au nord de la Loire et lors de baignades ou de loisirs nautiques. Là aussi, le cas des enfants aussi, qui n'ont pas toujours le réflexe
d'éviter ce qu'on appelait de boire la tasse. Donc, en se baignant, ben, ils avalent de l'eau. Et donc, voilà, mais c'est surtout, comme je vous le disais, des intoxications mortelles de chiens. Alors, une des premières, pour anecdote aussi, ça a été dans une eau, dans comment dire, un étang pas loin du Jura. Et c'était à l'époque le chien de Dominique Voynet, qui était à l'époque ministre de l'écologie, je pense. Donc voilà, c'était une sensibilisation. Alors je ne vais pas non plus vous abreuver de formules, mais juste pour vous montrer juste une formule de molécule, celle qui va peut-être nous intéresser le plus, on le verra aussi par la suite, de la microcystine. Vous voyez que ce sont des molécules pas très simples, ce qui veut dire que elles sont hydrophiles, elles ont aussi une aptitude à effectuer des liaisons. Tout ça pour dire qu'elles ne sont pas faciles à extraire, pas faciles à identifier, et ce qui est un peu un facteur limitant au progrès des études et des analyses. En matière d'évaluation du risque, bien sûr, l'élément pivot, c'est l'identification de valeurs toxicologiques de référence. Pour ces toxines, on est dans le cas d'intoxication aiguë. On est en dehors des intoxications chroniques, c'est-à-dire petites doses absorbées toute la vie courante, etc. Donc là, vraiment. Et donc, comme toute valeur de référence, elle se base sur ce qui est observé. Mais même quand on peut relier une quantité de toxines sur un poids corporel, on établit toujours un facteur de sécurité. Hein, lorsqu'on a beaucoup de données, on applique un facteur de sécurité minimal qui est de 3, donc on abaisse de 3. Lorsqu'on a des données humaines, on applique 3 ou 10, puisque là aussi, en matière d'intoxination, il y a une grande variété individuelle, donc des personnes. Bien, on considérait le fait que pour les jeunes enfants, pour les personnes âgées, mais également pour les adultes, il y a une grande sensibilité variable. Voilà, quand il n'y a pas de données et que les données sont uniquement lors d'expérimentations animales, bien on multiplie à la fois un facteur 10 intra-espèce et un facteur 10 inter-espèce. Voilà, donc voilà les valeurs toxicologiques de référence qui ont été établies pour certaines cyanotoxines. Voilà, il est mis en tête, vous retrouvez cette microcystine parce que vous voyez, cette valeur toxicologique de référence est assez faible. Donc, il y a donc une variation aussi de valeur toxicologique de référence entre les cyanotoxines. Une fois que l'évaluation du risque est établie, il faut gérer le risque. Donc, quoi faire lorsque l'on est en présence? Donc, quelles mesures entreprendre? Est-ce qu'il faut prendre, bien sûr, dans la logique des mesures préventives, c'est-à-dire d'agir avant que les effets néfastes arrivent, faire des mesures d'accompagnement aussi pour les personnes qui ont à gérer ce type de phénomène, considérer aussi les aspects socio-économiques, et puis, bien sûr, ce qui est pratiquement l'idéal, mais qui est assez contraignant, d'établir des mesures réglementaires. Les mesures préventives, eh bien, c'est évident de faire des surveillances des eaux, des bassins, de surveiller les premières apparitions de développement intempestif, bien sûr avec un focus absolument important, c'est sur celui des eaux de consommation. Les eaux de consommation viennent
en bonne partie des rivières, bon, des nappes phréatiques aussi, mais il y a des bassins de rétention aussi. Donc voilà, tout cet aspect est assez important pour qu'une vigilance s'établisse. Les eaux de loisirs aussi, puisque ce sont des aspects sociaux qui sont bien établis maintenant, c'est-à-dire de développer les loisirs et les activités de loisirs telles que, pas seulement la baignade, mais le cabotage. Et il y a aussi une autre activité, c'est celui de la pêche aussi, à la fois professionnelle et de loisirs. J'avais évoqué aussi les mesures réglementaires. Il y a pour l'instant une réglementation qui a été établie pour les eaux de consommation. C'est sur la microcystine, donc 1 microgramme de microcystine par litre d'eau. Voici le genre de panneaux qui se développe et qui a été élaboré pour maintenant et qui est sous l'égide des agences régionales de santé. Lorsque une base de loisirs est concernée par un phénomène de développement cyanobactéries, même en anticipant les analyses qui pourraient dire on est en présence de genre ou de cyanobactéries toxinogènes ou non. Il y a tout de suite ce panneau qui s'affiche pour dissuader les personnes donc de faire boire leur chien ou de se baigner. Voilà, je n'ai pas le haut, mais il y a aussi, il s'affichait aussi, d'autres aspects qui fait une sorte de retour vers le futur, c'est-à-dire d'avoir et de considérer l'aspect bénéfique. Donc, d'utiliser cette aptitude vraiment presque magique de production d'oxygène à partir de CO2, de gaz carbonique. Et c'est sur leur cas, en tout début d'exposé, j'avais évoqué le fait que les cyanobactéries, puisqu'il ne faut plus appeler microalgues, cyanobactéries étaient responsables de la production d'oxygène dans l'atmosphère. Et donc, le rendement est extraordinaire, puisque 1 kg de cyanobactéries absorbe 2 kg de gaz carbonique. C'est un bilan bien supérieur aux arbres. Et en plus, on n'a pas besoin de ramasser des feuilles d'hiver. Voilà. Et cette aptitude est considérée bien sérieusement comme dépolluant dans des milieux fermés. Puisqu'en fin de compte, il suffit de leur donner un petit peu à manger, donc de certains sels minéraux, de les éclairer avec une lampe UV des UVC, et elles prennent le gaz carbonique et leur redonnent de l'oxygène. C'est une des solutions ou de projets qui est considéré par les agences spatiales pour déjà dépolluer des navires spatiaux, également des stations orbitales, puisque le souci des navires spatiaux, c'est la gestion des déchets, hein, puisque bon, on ne peut pas ouvrir une trappe dans l'espace. C'est des essais qui sont en cours, hein, puisqu'il y a même des systèmes qui sont élaborés. Également dans des milieux fermés qui n'est pas toujours évident, comme des stations de métro, des réseaux souterrains. Il y a bien une ventilation, mais ça ne sert pas à grand-chose d'aspirer l'air de la rue pour le mettre dans les souterrains et de rejeter le gaz carbonique des souterrains.
donc d'essayer d'avoir des systèmes fermés. Et ça, c'est un système qui est actuel, qui est en cours. Alors, le premier aspect, ça va même plus loin, puisque, puisque ça va même plus loin de navette spatiale, puisque l'on pense, vous voyez ici une photo, là, ce n'est pas une vision virtuelle, mais c'est vraiment une photo qui a été prise par des vaisseaux spatiaux qui ont exploré la planète Mars. C'est une région, c'est le Twin Peaks. Elle mérite bien son nom de planète rouge. Et cette planète, dans son atmosphère, a 96% de CO2. Donc déjà, des projectionnistes, enfin pas pensent que les générations futures, quand la planète bleue sera devenue peut-être invivable, peut-être de coloniser d'autres planètes et d'y vivre, et de peut-être donc bien sûr d'y vivre, mais que ce soit respirable. Donc il y a déjà des projets qui s'établissent pour capter le gaz carbonique et de le transformer et de produire ainsi de l'oxygène et donc de pouvoir le respirer. C'est quelque chose qui est vraiment actualisé. J'avais mentionné aussi les milieux fermés, donc les stations de métro. Ça fonctionne. Depuis l'an dernier, je n'ai pas eu les dernières nouvelles, mais c'est dans le métro de Lille. Donc, vous voyez ici la station Lille-Flandre, qui est juste en dessous de la gare, de l'ancienne gare, puisque maintenant il y a la gare de Lille-Europe. Donc, ça a été relié, donc, bien sûr, dans la voie du Nord en premier, donc dès que ça a été mis en place. Alors, c'est un système, bien sûr, assez caché, hein, pour pas... puisque, bon, en plus, il doit y avoir un lampe UV à l'intérieur, voilà. Cette société, sans faire de publicité, est en train d'établir aussi un système beaucoup plus simple, donc qui est la photographie du bas, qui peut s'établir dans des locaux, dans des locaux souterrains, avec donc cette colonne contenant les cyanobactéries. Voilà. Donc cet aspect, cette évolution de l'aspect bénéfique, il y a aussi une évolution de l'aspect maléfique à considérer, c'est-à-dire l'évolution du risque. Est-ce que l'on va vers une augmentation de ce risque-là, sachant que les pratiques culturales, je ne vous apprends rien non plus, que les engrais sont bien utilisés, il y a des civages des sols, les minéraux se retrouvent dans l'eau. Le changement climatique, je ne vous apprends rien non plus, je n'ai pas à vous convaincre qu'il y a une élévation de la température. Alors, je peux quand même vous mettre quelques diagrammes. Voilà l'évolution de la température de 1913 à 2013. Vous voyez que, bon, c'est évident, c'est bien admis maintenant. Il y a une évolution aussi, une augmentation des rejets de CO2, voilà, c'est bien établi. Donc, c'est évident, le risque devrait augmenter et est-ce qu'on peut le diminuer? Donc, ben voilà, il y a différentes pistes, se dire est-ce qu'on pourra atténuer l'utilisation de l'engrais? L'élévation de la teneur en gaz carbonique, du rejet de gaz carbonique, là aussi, il y a des pistes qui sont connues. Bon, voilà, l'arrêt des moteurs thermiques, l'élévation de température aussi. Bon, est-ce qu'on peut considérer une stagnation, une atténuation? Il y a quelques années, il y a 5-6 ans, le GIEC avait établi qu'il y aurait une évolution, une élévation si on pouvait se tenir à peu près à l'horizon 2050 autour de plus de degrés.
la dernière révision de dire, bah, si là, depuis 5 ans, ça n'a pas changé, donc ça a empiré, on sera plutôt dans les plus 4 degrés. Voilà. Les autres pistes sont bien sûr encore agir sur la prévention. Ce sont donc la fermeture des zones. On note aussi une augmentation de ces fermetures. Hein, le panneau, les affiches que je vous ai montrées tout à l'heure se multiplient. Ce n'est pas non plus bien pour les loisirs, ce n'est pas bien non plus pour la pêche aussi, hein, en bassin. Les procédés de décontamination avec des bassins d'épuration, ça fonctionne, mais ça représente aussi un coût et une vigilance. La réglementation, je montrerai que c'est qu'il est en réflexion, hein, d'établir des réglementations beaucoup plus étendues à d'autres cyanotoxines. Là, c'est en réflexion. J'ai essayé de faire une actualisation, je n'ai pas trouvé d'éléments en ce sens. Donc voilà, c'est une diverses pistes pour diminuer le risque. Voilà, je pense que si vous voulez en savoir plus, bien, il y a bien sûr les sites internet de l'ANSES, de l'INRAE qui ont beaucoup travaillé. L'ANSES, d'où je viens, a établi des rapports, et l'actualise régulièrement. Les premiers rapports, les premières actualisations datent de 2020, donc c'est assez récent. Voilà ce que je voulais vous entretenir ce soir. Donc, je vous remercie de votre attention. Et si vous avez des questions en présentiel ou en virtuel, je suis à votre écoute. Donc, on va ouvrir le bal des questions. Je vais commencer par la première question, du coup. On parle souvent de bénéfice-risque, en fait. Hein. Donc, tu as présenté côté bénéfique, côté risque en premier, bénéfique après. À ton avis, l'avenir, c'est plutôt quoi? C'est du bénéfice ou c'est du risque? On attend vraiment la réponse dans le document, en fait. Voilà, je dirais les deux en général. Hein. Je pense que avoir une action uniquement qui est du bénéfice, si tu veux, ce serait pratiquement d'avoir des actions qui fassent vraiment un tri au niveau des cyanobactéries, de dire que on ne garde que les cyanobactéries non toxinogènes. Mais pour cela, on n'a pas encore la main là-dessus. Donc, ce qu'on sait, c'est qu'il y a des genres et des espèces de cyanobactéries que l'on peut réserver, que l'on peut cultiver dans des cultures pures, que l'on sait qu'elles sont non productrices de toxines, et à ce moment-là, on peut utiliser leurs bénéfices. Après, celles qui sont dans la nature, celles qui sont sauvages, on n'a pas trop la maîtrise, mis à part de dire il y a quelque chose, on l'identifie, comme dans les aspects d'évaluation. On veut savoir, et on peut savoir maintenant au plus vite si elles sont productrices de toxines. À ce moment-là, on intervient. Mais voilà, c'est flagrant que ces dernières années, il y a de plus en plus d'étangs qui sont contaminés par des espèces sauvages, toxinogènes, et on ne sait pas trop l'avenir, hein, de savoir si ça va continuer à s'étendre. Justement, sur l'avenir, qui est fait donc, dans le métro de Lille, c'est intéressant, mais ça fonctionne comment? Parce que c'est un fermenteur. Ça fonctionne comment? Voilà, c'est ça. Est-ce que ça récupère le CO2? Voilà, bon, il y a un aspect aussi qui est du brevet, et puis je n'ai pas vraiment eu de contact. Mais on peut aller sur le site de la société Biotheos.
C'est une start-up hein, c'est deux élèves de l'école polytechnique qui ont mis ça au point. C'est un système, oui, c'est un peu, comment dire, il y a comment dire, une mise au point qui a été assez longue à établir pour justement le fermenteur, ce système-là, est en contact avec le public. Donc, il faut qu'il y ait un système assez fermé, mais qui est bien sûr un système qui absorbe de manière douce l'atmosphère, hein, qui fasse barboter, et puis qui a un système qui rejette l'oxygène. Après, ce qu'il y a à l'intérieur, trop sacré. Mais il y a aussi d'autres projets. Je n'ai pas trop retrouvé, mais j'avais lu ça quelque part et je n'ai pas retrouvé sur Internet, comment dire, des municipalités, notamment dans des pays chauds et des cités très polluées. Je pense que j'avais vu quelque chose sur Mexico City, où il y aurait l'idée d'utiliser des abribus dont une paroi serait en fin de compte un fermenteur. Il y aurait bien sûr aussi des panneaux solaires, mais aussi également qui capteraient l'UV sur le toit, et puis qui absorberaient l'air pollué de la rue et qui rejetterait de l'oxygène. Mais je n'ai pas trouvé vraiment. Merci, Monsieur Frémy, pour votre exposé très clair et à la fois synthétique et pointu. J'ai découvert des tas de choses. J'ai des questions peut-être un peu fondamentales. Donc, les toxines, si j'ai bien compris, toutes les souches des différents types de cyanobactéries n'en produisent pas. C'est ça. Et dans une même souche, certaines peuvent en produire et d'autres pas. Ou, non, il y a des souches qui en produisent et des souches qui en ont. Voilà. D'accord. Ok, donc déjà, on peut, si jamais on était intéressé, que c'était intéressant aussi au plan du process, les séparer. Oui. Hein. On n'est pas obligé d'aller au plan génétique, parce que dans une même souche, parfois, on est obligé de séparer au plan génétique celles qui en fait, parce qu'il y a des bactéries qui ne sont pas toutes productrices de toxines selon les sous-couches. Okay. Deuxième chose, ces toxines sont toutes protéiques, ou est-ce qu'il y a autre chose que des protéines? Ou par définition, est-ce qu'une toxine a une protéine? Je ne sais pas. Non, elles sont. On peut regarder la formule, mais ce sont dans le mode d'action, non, c'est pas protéique, ce sont des inhibiteurs de protéines phosphatase et elles sont hydrophiles. Non. Bon, j'arrête pas. Oui, mais enfin bon. Ce ne sont pas des protéines. Non. C'est quoi comme vous savez? La microcystine, ce serait plutôt. Il faudrait que je retrouve aussi. Une question. Oui, du Vichy. Oui. Poursuis sur ces toxines. Quand est-ce qu'il y a synthèse de toxines? C'est-à-dire, est-ce que ces cyanobactéries vont être capables de rien faire ou de produire des toxines? Parce que c'est souvent, là aussi, c'est la balance. Parce qu'elles ne produisent pas tout le temps des toxines. Non. Et quels sont les facteurs, justement, qui va faire que... Elles produisent des toxines. Bon, il faut qu'elles se développent déjà. Oui. Et donc, il faut qu'elles soient placées dans des conditions favorables à leur développement. Mais c'est une souche qui est toxinogène. Je veux dire, ça fait partie de sa vie, pratiquement. Donc, elle produit tout le temps. C'était un peu la question que je posais. Oui. C'est-à-dire que quand elle est toxinogène, elle produit une toxine, forcément. Et après, il y a la dose létale ou la dose dangereuse de toxines selon l'être vivant. Mais quand il y en a, si je puis dire. Oui, c'est ça. Quand la cyanobactérie est là et qu'elle est toxinogène,
Et Voilà, si on se réfère à un peu en parallèle à ce qu'on a pour les toxines de moisissure et les toxines de... Ça se regroupe dans l'ensemble des métabolites secondaires. Comment est-ce que vous discriminez les souches qui sont toxinogènes de celles qui n'ont, enfin, qui génèrent des toxines ou de celles qui n'en génèrent pas? Comment est-ce que vous discriminez? Comment est-ce que vous les séparez? Comment est-ce que vous pouvez identifier une souche en disant, ah ben celle-là, elle est toxinogène? C'est par l'analyse aussi. C'est par Non, mais je veux dire, vous cultivez, vous mettez en culture la souche que vous voulez déterminer. Donc, Comment est-ce que vous les déterminez? quand il y a développement, on fait des cultures. Hein, Oui, c'est ça, voilà. des cultures, et puis on récolte on recoupe les cellules, on extrait, on extrait, et on analyse les différents extraits du fait de leur caractéristiques spectrales. Je n'ai pas du tout développé l'aspect analytique, mais on peut très vite, identifier le nom de la toxine. Donc, vous l'identifiez comment? Par quel Par type d'analyse? Par des analyses physico-chimiques Physico-chimiques. ou spectrales. Donc, elles expriment quelque chose, celles qui ont des toxines. Donc, vous identifiez la toxine ou... Oui, on identifie la toxine. Et comment vous la reliez à une souche donnée? Ben, c'est-à-dire on isole, on fait des isolations. De culture pure? Non, c'est-à-dire que, par exemple, sur le terrain, Oui. les biologistes récoltent. Bon. Et puis, un truc classique de laboratoire, on observe, on identifie. Vous voyez, les premières diapos, elles ont des aspects de manière, etc. Et par la suite, on peut donc les isoler, chaque espèce récoltée, les cultiver, extraire et identifier les toxines. Parce qu'elles ont des caractéristiques spéciales, comment dirais-je, celles qui produisent des toxines et celles qui n'en produisent pas, pour une même souche. Non, ce sont la même espèce. D'accord. Avec la souche. Et si vous êtes en présence d'une souche toxinogène, vous allez séparer les métabolites, et parmi ces métabolites, par des analyses physico-chimiques, de spectrométrie, etc., identifier ces métabolites. Et avec les caractéristiques que l'on connaît pour certaines toxines, vous allez identifier que vous êtes en présence des caractéristiques et vous êtes en présence de cette toxine. D'accord. Donc, elles ont des spécifications particulières. Oui, puisqu'elles ont... Celles qui ont des Même au niveau de la séparation, que l'on peut utiliser par exemple des méthodes chromatographiques, etc. Elles ont des caractéristiques physiques propres. Ah oui, bien sûr. Celles qui produisent des toxines. Les toxines elles-mêmes. Là, c'est la toxine elle-même. Oui. J'avais. Pardon. Donc, pourquoi je posais la question de toxines protéiques ou pas, c'est parce que le chauffage suffit après à détruire la protéine. Je pense que peut-être c'était un petit peu ma question par rapport à l'eau de boisson. Si peut-être en France, on a ce problème-là, mais ça existe dans d'autres pays. Le fait de détruire les substances pathogènes, y compris les toxines, de passer par le chauffage ou par certains comprimés. Est-ce qu'on a des moyens de détruire ces toxines? À ma connaissance, la plupart des toxines sont stables à la température. Ah donc, ce ne sont pas des protéines. Donc, ce ne sont pas des protéines, parce que les protéines sont thermolabiles à 60. Oui, c'est ça. Donc, Quels sont Parce que là, j'ai de la prévention, de la décontamination, mais quels sont les facteurs de développement de ces cyanobactéries? Parce que vous l'avez dit, oui. Alors ça peut être effectivement de l'azote, des choses comme ça, mais parce que c'est une prévention. Déjà, parce que là, on arrive trop tard. Mais je vais mettre en bassin d'épuration. Mais si j'ai bien compris, ça existe de toute façon, ça fait partie de la nature. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que la question n'est pas la prévention, la question c'est d'être informé, me semble-t-il, des dangers naturels. Et ça fait partie des dangers naturels. Moi, c'est comme ça que je l'ai interprété. Oui, tout à fait, moi aussi. Oui.
On peut pas. Mais- Après, il y a Je sais des pas, milieux. parce savoir- qu'il y a bien un antagonisme. Parce que si on est une population de cyanobactéries, bah, effectivement, ça va se développer. Mais si on a un mélange, on parlait de biotope, Oui. on devrait pouvoir réguler. Mais je rêve peut-être. Hein. Dans une idée globale d'équilibre et de régulation. Mais c'est pas parce que c'est toxique pour l'être humain que c'est toxique dans l'absolu. C'était une question. Donc, Oui, c'est ça. C'est-à-dire que tout n'est pas humano, humain ou même mammifo-centré, si on peut dire comme mammifère. Sur les animaux, les symptômes sont les mêmes parce que... Oui, ces symptômes, c'est assez, comment dire, assez vaste aussi, mais pour les animaux, c'est des symptômes principalement digestifs, qui, comment dire, nerveux aussi, hein, donc comment dire, les animaux, ça va pratiquement enfin, ça le rend nerveux, donc des tremblements, qui va juste, comment dire, cardiaque, respiratoire, tout ce qui est nerveux, quoi. Alors, une question de béotien qui remonte à très longtemps. En sciences naturelles, j'avais appris que effectivement, il y avait les végétaux avec la chlorophylle, etc., rejetaient dans la journée, sous l'effet de la lumière, de l'oxygène, mais que quand il n'y avait plus de lumière, le processus s'inversait. C'est exact, c'est ce qui est valable pour tous les végétaux, tous les arbres. C'est-à-dire que le jour, c'est la photosynthèse, la nuit, c'est la respiration. Oui, donc ça veut dire que la nuit, ils produisent du CO2. Oui, ils respirent, bien sûr. D'accord, donc ça veut dire que ça contrebalance quand même le côté très très positif que vous mettez en exergue de produire de l'oxygène. Parce que ça veut dire que c'est, bon, mettons, la nuit, ils produisent du CO2 et le jour, ils produisent de l'oxygène. Le rendement est positif quand même. Oui, le rendement est beaucoup plus positif. Ben, j'espère. Sinon, c'est valable pour les arbres, hein. Je pense que... Mais oui, mais c'est ce que j'avais appris moi dans le temps en sciences naturelles au lycée, donc il y a un certain temps. À côté de l'ombre qui fait une protection aussi, rien de tel que des végétaux pour produire. Et puis, ce que je mentionnais aussi, quand on associe le phytoplancton, c'est les eaux, puisque bon, la planète est très aquatique, on pourrait dire. La moitié de l'oxygène est produite par cette voie. La moitié de l'oxygène de notre atmosphère. Donc c'est que, bah oui, le bilan est positif, hein, puisque, bon, vous savez, quand il y a un côté de la planète au jour, l'autre côté est à la nuit, donc oui, donc d'un côté c'est la photosynthèse, de l'autre côté on respire, mais on respire, certains êtres respirent nuit et jour. Alors, j'ai respiré la nuit, quoi. J'avais une ou deux questions encore. Donc la toxicité, elle est uniquement par ingestion ou on ne sait pas? Parce que l'histoire des algues vertes en Bretagne, etc., on a parlé d'inhalation. Si jamais c'est une toxine. À ma connaissance, c'est, comment dire, la voie principale, ce n'est pas l'inhalation, c'est l'absorption, mais aussi l'aspect cutané. Alors d'accord. Donc, on peut avoir sur les algues aussi, d'ailleurs. Bien sûr, bien sûr. comment? Comme ce qu'on peut avoir sur les algues aussi, Oui. dans ce qui se développe à la Martinique, Guadeloupe. Oui. Mais on est, même pour les toxines de plancton, on a très peu de cas. Il y a juste que des cas, justement, dans le golfe du Mexique, où il y avait des développements, et quand il y a des embruns, il y a eu des cas mais là encore, c'était pas c'est vraiment
des micro-gouttelettes contenant ce plancton toxique qui est inhalé. Mais, voilà. Mais ce n'est pas quelque chose de l'air qui s'échappe, qui contiendrait La vapeur des d'eau. métabolites C'est pas gazeux. ou parce qu'il faut que ce soit quand même des composés assez volatiles, hein, que ce soit par exemple comme des aldéhylates hein, qui s'échappent et puis là c'est vraiment la molécule qu'on en absorbe. Mais dans ces cas-là, non, c'est vraiment la cellule hein, que l'on absorbe, que ce soit par voie digestive ou collé sur la peau. Mais les cas d'inhalation, c'est relativement... C'est pas documenté encore. Bon, un autre aspect aussi que je n'ai pas développé, et j'y pense maintenant et je devrais le mentionner, c'est l'aspect turbidité. J'ai vu ça, j'aurais dû prendre aussi une photo, puisqu'il faut que ce soit quand même des eaux assez calmes, hein, qui puissent permettre, et c'est un autre système de prévention aussi, je l'ai vu, qu'il y a dans des bassins, des élèves qui font, et un autre système aussi, comme des sortes de pompes flottantes qui projettent des beaux jets d'eau et qui provoquent ainsi des ondes, et qui à la surface de l'eau et qui font des ondes qui se développent. C'est un souci hein, de certaines municipalités, même celle où j'habite, Antony, justement dans des bassins, derrière des parcs, c'est pas tellement joli d'avoir des grandes nappes parce que ça fait quand même, je vous ai vu les photos, ça fait comme une sorte de bleu, vert, c'est pas tellement joli à l'œil. Et par contre, ça fonctionne. Ça fonctionne, des jets d'eau en circuit fermé, pratiquement. Voilà. Une question que je ne voudrais pas qualifier de ménagère, on va dire de ménager. Alors, quand on laisse un peu trop longtemps son réservoir d'eau pour le café, etc., ou autre, il se développe souvent des trucs verdâtres, là. Sur la paroi. Moi, il me semblait que ça s'appelait des chlorelles, ça n'a rien à voir. Si. Et c'est vrai que comment dire, les eaux de consommation sont filtrées, etc. Il y a du chlore. Voilà. Oui, mais là, ça se développe tout seul au bout d'un certain temps. Voilà, c'est ça. Si vous rincez Il faut dire aussi que voilà, c'est si vous rincez pas quand le vous prenez réservoir, une eau de boisson dans des grandes bouteilles, vous ne buvez pas tout, au bout d'un certain temps, oui. Voilà, le chlore diminue, mais étant donné que le chlore diminue, bah, c'est des petits trous. À ce moment-là, il n'y a plus il n'y a plus d'éléments. C'est la même famille, alors. C'est-à-dire que Ça produit des toxines ou pas alors? À ma connaissance, non. C'est aussi quelque chose de similaire aussi qui est développé dans les fermenteurs. C'est le genre chlorella. Et c'est certain qu'il y a des espèces qui sont connues pour ne pas être toxiques. Après, le cas se pose pour des espèces qui ont été reconnues toxiques, et là, il faut aller descendre au niveau de la souche pour vraiment savoir si on est en présence d'une souche. Donc, de manière générale, c'est pas risqué, c'est pas toxique, c'est pas très propre de laisser ça, mais. Voilà, c'est ça. Je pense qu'il vaut mieux. Pour moi, c'était sans risque. Il vaut mieux prendre cette eau-là et puis arroser ces plantes plutôt de la boire. Là, pour de l'eau de boisson, il vaut mieux se mettre vraiment la tête sous le robinet pour vraiment. Oui. Et la question de la pêche, le risque, parce que si le poisson a mangé ou a bu, quand on mange le poisson, on risque d'être détruit par la toxine. Eh bien, c'est une très bonne question. Et c'est vraiment des projets qui sont en cours. Et le facteur limitant, c'est l'aspect analytique, parce que justement, comme elles sont
une fois dans l'année. Et c'est vrai que c'est un projet hein, qui est financé, notamment par le ministère de l'Agriculture, puisque on s'est aspect aussi à aquaculture, hein, dans des bassins. Fort heureusement, comme vous savez, les élevages de truites, etc., il faut de l'eau courante, il faut de l'eau propre et tout ça, sinon ce sont des animaux nobles. Quand ils sentent qu'il y a quelque chose qui ne va pas, Oui, c'est des soit je m'en sabotateurs. vais, soit je meurs. Et donc, par contre, il y a comment dire, il y a aussi les bassins aussi d'affinage pour les coquillages, on les met dans de l'eau douce aussi. Là aussi, c'est un brassage pour justement. Mais néanmoins, le ministère de l'Agriculture a pensé de savoir quid des espèces se développant dans des eaux stagnantes, hein, les carpes, etc. Et là, donc, il y a des projets pour savoir à la fois ce qui se passe dans les viscères et dans le muscle. Et il y a quand même un souci, vu qu'elles sont quand même assez hydrophiles, qu'il y ait, bon, dans les viscères, c'est évident, elles seront présentes. Après, savoir un passage justement de la zone où il y a les viscères vers le muscle, et à savoir carrément le muscle, là c'est une question. Et mes dernières informations de mes ex-collègues disaient qu'ils ont toujours du mal à vraiment bien l'extraire. C'est toujours le même dilemme de l'analyse. Soit vous êtes assez doux, vous respectez, et vous voyez difficilement, soit vous allez vers purifier fortement, et puis en fortement, avec les rendements, ben, vous allez perdre, et puis peut-être qu'à la fin, il y avait des fifrelins que vous les avez perdus, et que, en fin de compte, vous ne voyez rien, mais que si un individu qui n'a pas la possibilité de purifier, ben, va absorber ce fifrelin de toxines dans le muscle. Voilà, je n'ai pas trop d'informations et je pense qu'il y a des difficultés. Il faudrait forcer, donc cultiver exprès des poissons dans un milieu plat. C'est fait, c'est Voilà. fait. C'est fait, c'est ça. Un max, C'est et fait. voir après ce qu'on trouve. Exactement, Voilà. exactement. Et comment il faisait? Alors, la spiruline, est-ce que ça fait partie des producteurs de toxines? Si c'est une culture pure et bien identifiée, non. D'accord. Mais si c'est Voilà. sauvage, Voilà, c'est-à-dire qu'il ne faut pas aller dans le mode actuellement de dire aller dans le mode Maya ou Aztèque, hein, de voir un truc comme ça, je récolte, je comprime et j'avais ça. Non, bon. J'ai mis tout de suite, voilà, parce que la spiruline, c'est aussi que, bon, même si maintenant il ne faut plus appeler ça des algues bleues, à un moment, la spiruline, on appelait ça même sur on peut l'acheter. Hein, Ça se vend, ça se vend, c'est l'or bleu. C'est l'or bleu. C'est l'or bleu, etc. c'est plein de vertus magiques. Et comment dire, c'est un peu contradictoire, mais moins c'est cher que je dirais, plus c'est risqué. Voilà, donc sans vouloir citer certains pays, très loin à l'est, voilà. Où il y a aussi une attitude de l'ANSES aussi, et puis bon, pas seulement, mais de beaucoup d'experts qui tombent. Alors, pour les compléments alimentaires, il faut vraiment réserver ça à des populations dont l'alimentation est critique. Pour des personnes ayant une alimentation équilibrée et variée, il n'est pas nécessaire d'avoir recours aux compléments alimentaires quelquefois. Il y a peut-être une question. Vous allez aller dans mon sens. Ah, mais complètement, complètement. Je peux que... Il y a peut-être des questions parmi les gens qui sont en visio. Oui, j'ai une question. Est-ce qu'ils nous entendraient, au fait? Bien. Oui, très bien, très très bien. J'ai plus des commentaires que des questions. Oui, vas-y.
Tout à l'heure, on parlait de chlorelle. Chlorelle, c'est une microalgue et ce n'est pas une cyanobactérie, c'est différent d'un point de vue biologique, hein, eucaryote, procaryote. D'autre part, alors quand on fait de la culture de cyanobactéries ou de microalgues, on parle de photobioréacteur, pas de fermenteur, parce qu'il y a un aspect essentiel, c'est la lumière, le transfert de lumière, parce qu'il faut de l'énergie pour transformer le CO2 en oxygène, il faut de l'énergie. Donc généralement, c'est apporté par de la lumière, et c'est la lumière visible qui est utilisée, hein. C'est la lumière blanche, en gros, avec une grosse partie lumière rouge et lumière bleue. Donc, alors effectivement, on cultive des cyanobactéries depuis longtemps. La plus grosse productivité, c'est sur la spiruline, hein, qui est acceptée comme complément alimentaire, parce que l'Europe est… Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort, monsieur, parce qu'on vous entend mal dans la salle. Je suis désolé, parce que je suis dans mon bureau, là, et donc, ce que je disais, c'est que la spiruline est cultivée parce que c'est accepté comme complément alimentaire, hein, donc ça fait partie il y a quelques microalgues qui sont acceptées comme complément alimentaire ou comme alimentation humaine, donc la chlorelle en particulier, Dunialela salina, la spiruline, etc. Qui sont acceptés comme compléments alimentaires, et on les cultive dans des systèmes qu'on appelle des photobioréacteurs ou des raceway. Souvent, c'est des raceway qui sont utilisés pour faire ces cultures. Par contre, il y a aussi des cultures qui sont en milieu totalement naturel. On a parlé de AFA tout à l'heure. AFA qui est cultivé dans le lac Klamath aux États-Unis et qui est récolté dans le lac Klamath en milieu complètement naturel et qui est vendu comme complément alimentaire également, puisque elle contient, paraît-il, la molécule du bonheur. C'est pour ça qu'elle a pas mal de succès sur les marchés européens en particulier. Et puis, ce que je voulais rajouter également, c'est que on connaît les gènes qui conduisent aux mycotoxines, hein. Souvent, quand on fait une culture de cyanobactéries, eh bien, il faut une analyse génétique pour voir effectivement s'il y a des gènes qui codent pour la production de mycotoxines. Ça, c'est bon, par exemple, à l'Université de Paris 7, il y a une collègue qui fait ça régulièrement. Et par contre, les mycotoxines peuvent être intéressantes pour les aspects santé, hein. Il y a des applications santé pour les mycotoxines. Donc, il y a aussi le bien et le mal, y compris pour les mycotoxines. Donc, c'est simplement des compléments. C'est un monde assez extraordinaire, hein, ce monde des micro-organismes photosynthétiques. Et puis, ce qui a été évoqué également, c'est le fait qu'il y a un programme de recherche, Jean-Marc a dit ça tout à l'heure, sur qu'on appelle Mélissa, où non seulement on produit de l'oxygène pour les stations habitées dans l'espace, dans le futur, mais également on produit de la nourriture à partir de ces micro-organismes photosynthétiques. Donc c'est un monde assez… Donc, il faut faire attention, certes, mais c'est un monde qui a plein de promesses. Donc je serais plutôt optimiste par rapport aux cyanobactéries que négatif, que pessimiste. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Oui, monsieur. merci beaucoup pour ces compléments d'information. Pouvez-vous, s'il vous plaît, vous nommer parce que vous avez et nous dire où vous travaillez parce que vous êtes Oui. très compétent dans le domaine. Ah ben non, on travaille sur les microalgues. Je m'appelle Jacques Legrand et je travaille au laboratoire GEPA qui est basé à Saint-Nazaire, et on a toute une activité sur la valorisation des microalgues, à la fois en système de culture et en raffinage de ces microalgues. Et on a une plateforme qui s'appelle AlgoSolis où on essaie d'extrapoler ce qui se passe au niveau du laboratoire. Merci Jacques. Merci beaucoup. Merci. Pas de problème. Merci Non, en mais tout cas c'est- pour l'exposé. En 30 minutes, hein, on peut survoler et puis peut-être donner des pistes, peut-être par la suite à approfondir. Et puis c'est vrai que comme c'est très vaste, bon, je n'ai pas la prétention d'être compétent en tout au niveau Ouais, non, mais génétique. ça ouvre des questions, c'est bien. Y a-t-il d'autres questions parmi les personnes qui sont en visio? Non. Encore des questions dans la salle? C'est vrai qu'on peut voir. Oui, Philippe Girardon. Il y a quelqu'un? Oui. Oui. Oui, bonsoir. Merci, Monsieur Frémy, pour votre exposé. Oui. Pour rebondir un peu sur ce que vient de dire Jacques Legrand, j'ai l'occasion de travailler également sur les microalgues quand j'étais encore en activité. J'étais à l'air liquide pendant 40 ans.
Et donc, on a travaillé sur ce sujet-là justement pour produire. Alors, c'était plutôt des ingrédients alimentaires, hein. La plus connue, comme vient de le dire Jacques Legrand, c'est la spiruline, dont je crois de mémoire, Israël ou l'Australie sont les plus gros producteurs. Il faut bien entendu, pour faire fonctionner le système photosynthétique, avoir une source de CO2 riche. C'est pour ça que les sites industriels sont plutôt proches, enfin, les sites pour produire des microalgues sont plutôt proches de sites fortement émetteurs en CO2. Je pense notamment aux cimenteries ou des choses comme ça. Donc, c'est pas évident, notamment pour trouver à grande échelle cette matière première, entre guillemets. Alors, il y a plusieurs applications, hein, notamment dans les carburants. Et bon, les gens se sont intéressés aussi à la production d'huile à partir des microalgues pour faire des carburants. Il y a même eu des annonces un petit peu loufoques d'Air France disant qu'en 2020, donc on s'est déjà passé, la moitié de la flotte volerait avec du pétrole issu de microalgues. En fait, économiquement, il faut en tirer des produits à très haute valeur ajoutée. Je pense notamment des ingrédients alimentaires à coût, enfin, à forte valeur ajoutée, des médicaments, bien sûr. Mais pour en faire du carburant, pour l'instant, c'est un petit peu difficile. Alors, il y a aussi un phénomène que je ne crois pas que vous ayez évoqué, qui est dans les photoréacteurs. Alors, la réaction est extrêmement exothermique, c'est-à-dire qu'on se heurte beaucoup à des problèmes de refroidissement. Bon, ces photoréacteurs, bien sûr, il faut qu'ils soient transparents, on parle souvent de tubes. Il y a eu des projets assez pharaoniques dans le désert, notamment, de pouvoir, avec l'éclairement, pratiquement tout au long de l'année, mais on se heurte très vite à un problème de refroidissement. Et donc, je pense que c'est un peu ça qui a freiné le développement des photobioréacteurs pour les microalgues, c'est qu'on n'a pas trouvé la parade pour refroidir la réaction. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les cultures sont essentiellement du lagunage, hein. Alors, avec les problèmes que ça engendre, notamment de pollution, et puis d'occupation de l'espace. Vous savez que c'est comme pour les piscicultures, l'aquaculture en général, les riverains, hein, notamment dans les pays développés, ne veulent pas en entendre parler parce que c'est polluant et ça occupe beaucoup d'espace. Donc, vous voyez, c'est pas un sujet qui est très facile. Alors maintenant, j'ai arrêté de suivre ça depuis 4-5 ans, donc il y a peut-être eu des évolutions. Ça, c'est mes souvenirs d'il y a moins d'une dizaine d'années sur les limites de la production à cause des problèmes de refroidissement et puis les problèmes d'occupation de l'espace. Oui, merci aussi. Oui, oui, je vous remercie d'avoir évoqué aussi cet aspect sur les biocarburants. J'avais une diapositive et c'est vrai qu'il y avait je l'ai enlevé parce que c'est vrai qu'il y a eu des projets qui avaient été assez, comment dire, conséquents, des publications aussi vers les années de 2008, jusqu'en 2013. Et j'ai un peu aussi le même sentiment que vous, c'est que ces projets étaient assez onéreux et pour aussi une application assez, comment dire, pas confidentielle, mais assez délicate. Et j'ai pris cette décision parce que justement, avec l'évolution et que visiblement, on va vers le tout électrique dans l'avenir, c'est peut-être un aspect qui sera peut-être cantonné à peut-être pratiquement peut-être une niche quelque part, mais avoir un développement vaste de dire c'est le carburant de l'avenir. Voilà. J'ai dû faire des choix et j'ai vraiment orienté plus vers la purification de l'atmosphère ou la dépollution
de l'atmosphère plutôt que cette filière aussi de biocarburants. Et je n'ai pas entendu le début de l'intervention. C'est quel type de biocarburant exactement qu'on peut produire? Ben, c'est différents trucs. Moi, d'après ce que j'ai compris, alors c'est pas du tout ma partie, ça allait aussi vers la production même de bioéthanol. Si vous êtes toujours en présence, là, peut-être que vous pouvez apporter des éléments. Merci de votre intervention sur les aspects très industriels et appliqués. Est-ce que c'est du bioéthanol que c'est Non, non, c'est de l'huile, c'est de l'huile. Ah, c'est de l'huile. Ah oui, d'accord. Ah, il y a le bioéthanol aussi. Hein. Donc bien polluant. Non, il y a le bioéthanol et il y a le biodiesel. Ah. Et le jet fuel. C'est Monsieur Legrand qui a pris la parole Oui, oui. et vous disiez il y a du bioéthanol aussi. Il y a du bioéthanol aussi, oui. Oui, oui, c'est ce que j'avais perçu. Il y a les deux. Il y a le biodiesel, bioéthanol et puis le jet fuel. C'est Cyanobal Cléry. Bioéthanol, donc, non, parce que je pensais au carburant avion, qui est des sujets très à la mode Oui, actuellement. oui. Ouais, mais carburant avion également. Mais après, il faut faire un peu Non, de mais même chimie. les avions seront électriques. Est-ce Oh. qu'on peut... Monsieur, J'ai du mal à y croire. Monsieur Legrand, on vous a pas bien entendu parce qu'on parlait dans la salle. Oui. Je disais qu'il y avait des productions de bioéthanol. Il y a un programme européen là-dessus dans lequel il y avait pas mal de motoristes allemands en particulier, avec production de bioéthanol à partir de cyanobactéries modifiées génétiquement. Et puis, il y a beaucoup d'applications aussi sur le biodiesel à partir d'huile, hein, exactement comme les huiles végétales. On peut faire pareil. Et si on fait un peu de chimie, on peut faire du jet fuel. C'est plutôt les orientations actuelles. Parce que l'avion électrique, ce n'est pas pour 2050. Hein. Donc, et c'est vrai aussi pour les bateaux, d'ailleurs. Donc, le bioéthanol, peut-être. Voilà, En fait, la vraie question, c'est est-ce que l'oxygène est un vrai produit à valeur ajoutée finalement? Plus que... Donc, on va pouvoir conclure par rapport à la première question qui était bénéfice-risque. Le bénéfice semblerait quand même plus intéressant. Ben, je suis d'accord. Voilà, je remercie les personnes qui étaient en visio et puis toutes les personnes qui étaient autour de la table. On a dépassé un petit peu, mais comme on a eu quelques problèmes techniques, hein, donc, mais bon, il y a beaucoup de questions.